sensible, surtout pour notre secteur. Je crois qu'il faut rappeler quand même le contexte aussi international qui montre désormais que la croissance, de manière globale, ne va pas être aussi bonne que prévu l'année prochaine, et que celle-ci ne pourrait être que pénalisée si le secteur du bâtiment, dans sa globalité, est lui-même touché. Et que donc, dans une perspective de maintien de croissance, qui est un objectif annoncé par le président de la République, il serait illusoire de penser que c'est possible sans le bâtiment, sans l'activité du bâtiment. Et que la croissance est aujourd'hui fragile, que la reprise de notre activité, elle aussi, est fragile, et nous sommes vraiment aujourd'hui dans une situation d'alerte vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des parlementaires, quant à des mesures qui pourraient avoir un effet contraire, à l'opposé des objectifs qui ont été annoncés, notamment en termes de création d'emplois. N'oublions pas que nous sommes le secteur qui, lorsqu'il redémarre, crée immédiatement et le plus d'emplois. L'année dernière, nous avons créé 20 000 emplois dans le bâtiment. Cette année, nous allons en créer 30 000. Si effectivement l'objectif d'un gouvernement est de freiner la création d'emplois, eh bien à ce moment-là, qui supprime tout ce qui existe autour du maintien de l'activité du bâtiment. La logique voudrait, et lors du congrès de la Baule, ça a été fait par Bruno Le Maire, que tout ce qui devra être sans doute retouché, tout ce qui devra être ajusté, ne touche pas les secteurs qui créent de la richesse et de l'emploi. Donc logiquement, le bâtiment ne devrait pas être au centre de toutes ces préoccupations budgétaires-là. Et pourtant, on voit bien qu'il y a un certain nombre de ballons d'essai, d'annonces un peu toxiques qui se fait. Vous avez tous entendu des réflexions du même Bruno Le Maire concernant la TVA 5.5. La TVA 5.5, nous subissons une comparaison qui ne devrait pas exister avec la restauration. Cette TVA 5.5 est pour nous un objet important, un outil important pour lutter contre le travail au noir. C'est un outil aussi important pour solvabiliser nos clients, encore une fois, c'est-à-dire que ça rend les travaux moins chers. Et de le comparer avec la TVA 5.5 de la restauration est un non-sens. Pourquoi? Parce que la TVA dans la restauration a eu un effet n'a pas eu d'effet sur le prix TTC. Les restaurateurs, ils ont un prix TTC, leur plat du jour TTC, et on voit bien qu'ils ont bénéficié à 75% de la baisse de TVA dans la reconstitution de leur marge, qui était sans doute nécessaire, c'est pas une critique, c'était sans doute nécessaire. Dans le bâtiment, on fait tout ça, on fait nos débours hors taxe sur lesquels on applique une TVA, et que donc 75%, c'est totalement l'inverse, 75% de cette baisse de TVA est allée vers nos clients. Donc aujourd'hui, dire que la TVA réduite est une aide aux entreprises est un mensonge. Et il va falloir qu'on se batte contre cette idée, cette fausse idée. La TVA est un impôt, et que donc si elle est montée demain, c'est une augmentation des impôts. C'est une augmentation d'impôts, et c'est-à-dire que c'est à l'inverse de ce qu'a annoncé le président de la République. Les amis, ça paraît anecdotique, mais c'est sur ce sujet-là qu'il va falloir se battre, parce que le marché de la rénovation est celui qui est le plus encadré aujourd'hui, et c'est sans doute celui qui, demain, devra être le plus protégé. Donc se battre contre la TVA 5.5 n'est pas une démarche corporatiste, c'est simplement une démarche de respect des engagements du président de la République qu'il a tenus devant nous, et c'est aussi une démarche, me semble-t-il, qui va dans le sens des objectifs donnés par un certain nombre de ministres sur la rénovation énergétique. Concernant cette fameuse rénovation énergétique, qui est un sujet, je le sais pour vous, essentiel, puisque vous êtes au cœur de la réussite de cette démarche. Là-dessus, très clairement, on trouve aussi qu'il y a un contresens entre les engagements budgétaires d'un côté et les annonces du ministre Hulot de l'autre. Le ministre Hulot a fait de grandes déclarations sur des objectifs importants, ambitieux, dans lesquels le bâtiment est au centre de la réussite pour ces objectifs, de l'ordre de 80%. Comment admettre que parallèlement, il y ait des discussions sur la TVA 5.5, il y ait des annonces personnelles du ministre avec un système de bonus-malus sur les bâtiments au moment de la revente, qu'il y ait un discours personnel du ministre sur l'obligation de travaux, c'est-à-dire ces deux éléments qui bloquent le marché, qui bloquent un marché. Par exemple, sur l'obligation de travaux. Alors évidemment, ce n'est pas un sujet parisien, mais dans un certain nombre de petites villes, le coût des travaux de réhabilitation pour revenir aux normes est supérieur à la valeur du bien. Qui va le faire? Personne. Donc là, on est sûr de bloquer totalement les travaux s'ils sont obligés. Par contre,
C'est là où il faut qu'on continue de se battre. Il est important, étant donné que le prix des travaux ne sera jamais payé, tant que les énergies sont au prix actuel, ne sera jamais payé par l'économie d'énergie faite elle-même, il faudra bien qu'il y ait des systèmes incitatifs. Nous sommes pour une écologie incitative et non pas punitive. C'est le seul moyen d'arriver à développer ce marché, c'est qu'évidemment, il y a des incitations qui permettent d'éviter des retours sur investissement de 25 ou 30 ans. Là encore, nous avions négocié à l'époque un crédit d'impôt de transition énergétique, à peu près 30% d'aide. Évidemment, c'est une dépense pour l'État, mais c'est aussi une cohérence par rapport aux objectifs que donne le même État sur justement les effets positifs que nous devons avoir sur les gaz à effet de serre ou les autres consommations d'énergie. Lorsque M. Hulot annonce que le crédit d'impôt de transition énergétique va être remplacé par une prime, on peut être que d'accord, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus lisible, c'est beaucoup plus visible. La seule chose, c'est que si au passage on aura voté la moitié du budget, là on ne va pas être d'accord. Or c'est ça qu'ils sont en train de nous préparer. C'est-à-dire que l'objectif qui est annoncé, on a récupéré un certain nombre d'éléments, c'est que ce passage du crédit d'impôt à une prime va diviser par 2 l'engagement de l'État. Donc là aussi, il va falloir dénoncer très clairement auprès des parlementaires cette démarche-là, parce que, très sincèrement, nous ne voyons pas comment nous pourrons maintenir un niveau d'activité dans ce marché de la rénovation énergétique si la moitié de l'incitation n'existe plus. Donc cette cohérence qui doit exister entre un discours politique et une réalité budgétaire devrait être rappelée, me semble-t-il, de manière assez ferme auprès de nos gouvernants. Nous faisons évidemment un certain nombre de propositions, conscients que la réalité budgétaire d'un pays ne peut pas être étranger au monde du bâtiment. Nous avons fait un certain nombre de propositions pour faire des économies, du moins pour cibler les aides sur un certain nombre d'éléments très concrets. Aujourd'hui, on voit bien que les aides à l'achat de logements, à l'investissement de logements, sont rabotées d'année en année. On voit bien qu'on sort des secteurs entiers au niveau géographique de notre pays de ces aides. Nous proposons, au lieu d'avoir une idée très centralisée de ces aides, que ce soit territoire par territoire. C'est-à-dire que ce soit peut-être autour des gares qu'on puisse dire on a besoin de 25, 30, 40 logements sur 2 ans, et qu'on fasse un petit peu un maillage beaucoup plus fin que mettre par exemple toute une ville ou d'exclure toute une ville de ces aides-là. Pareil sur la transition énergétique. Plutôt que de dire toutes les fenêtres doivent être maintenues dans un crédit d'impôt de transition énergétique en termes de rénovation, pourquoi ne pas imaginer que ce sont dans un premier temps que les fenêtres à simple vitrage, c'est-à-dire chez les gens qui sont les plus précaires et où là il y a le plus de déperdition. Donc ne voyez pas dans nos positions vis-à-vis de nos gouvernants une position de rejet de toute forme d'évolution, non. Nous sommes conscients qu'il y a des réglatifs budgétaires, mais nous sommes conscients aussi que des efforts doivent être maintenus dans un certain nombre d'endroits, des efforts doivent être maintenus pour un certain nombre de métiers, et c'est à ce niveau-là où il faut cibler ces aides. Un mot sur la loi Elan, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. La loi Elan, donc, qui est liée à la problématique de logement et des freins de construction, de rénovation de logements. Très honnêtement, cette loi, nous l'avons soutenue, nous avons participé d'ailleurs à son élaboration. Il y a un certain nombre d'éléments très positifs dessus, de simplification, sur les recours, sur le rôle des architectes, comment on appelle ça, aidez-moi, les ABF, merci, Bâtiments de France. Nous n'aurons qu'un mois pour répondre, des bonus de constructibilité lorsqu'on passe de bureau en logement. Donc oui, il y a des effets très positifs, mais attention, contrairement à ce qu'on entend, ces effets ne seront ressentis positivement, y compris sur les prix, que dans 3, 4 ou 5 ans. Donc il ne faut pas que cette loi Elan, qui est positive, soit le prétexte à supprimer un certain nombre de mesures d'accompagnement pour le marché du logement aujourd'hui. Ce n'est pas le même temps. Ce n'est pas les mêmes impacts, mais c'est surtout pas le même temps. Autre sujet d'actualité, la réforme sur l'apprentissage, dont vous avez, je pense, beaucoup entendu parler également. C'est une autre grande action du moment de la fédération, parce que l'enjeu est énorme.
Le bâtiment est le premier secteur d'apprentissage en France, puisque nous avons eu formé jusqu'à 100 000 apprentis, 60 000 aujourd'hui, donc on a un vrai sujet, mais nous restons le premier secteur en termes d'apprentis, donc là encore, nous avons voulu être un acteur positif par rapport à cette réforme. Nous sommes un peu déçus, hein, pour être honnête, de ce qui en est ressorti de manière globale. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais sur les tuyaux, hein, sur la partie un peu techno du financement. Très clairement, on nous avait dit que les branches seraient au cœur de tout ça. Au final, c'est surtout l'État qui est au cœur de tout ça. Un exemple, la collecte de la taxe d'apprentissage, qui était faite jusqu'à présent par un outil paritaire, ce qu'on appelle les OLCA, va être fait demain par les URSSAF, donc par l'État. Rien d'imaginer que c'était les mêmes URSSAF qui collectaient le RSI et que ça a été à la base des énormes problèmes qu'on a connus au RSI, ça nous donne un tout petit peu des frissons. L'État va vouloir aussi imposer un certain nombre de choses sur la répartition de la collecte, sur les hors-quotas qui vont plus vers les lycées professionnels que nos propres CFA. Très clairement, sur l'organisation de la tuyauterie, nous ne sommes pas satisfaits aujourd'hui de ce qui a été présenté et qui a été voté par l'Assemblée nationale. On va essayer d'apporter un certain nombre de rectificatifs au niveau du Sénat. Par contre, il y a des choses très positives sur le quotidien de nos boîtes. Deux choses principales, trois, mais deux principalement. Un, le travail des apprentis mineurs. Enfin, le bon sens l'emporte. C'est-à-dire que nos apprentis, dans le bâtiment et dans le seul bâtiment, hein, donc c'est quand même une victoire vraiment de notre secteur, nos apprentis pourront avoir le même temps de travail que leur maître d'apprentissage, limité à 40 heures et non pas 35 heures comme avant. Enfin, je rappelle juste que c'était quelque chose qui avait été inscrit dans la loi El Khomri et que le syndicat étudiant, présidé alors par un garçon de 27 ans, en deuxième année de droit, donc un type brillant, qui connaissait évidemment l'apprentissage sur tous les doigts, avait fait sauter expliquant qu'on allait exploiter les gamins. La réalité aujourd'hui, c'est que nous allons avoir un cadre juridique qui sera en adéquation avec ce que nous vivons dans nos entreprises. Quand on prend un apprenti mineur, il faut qu'il puisse faire le temps de travail identique de son maître d'apprentissage. 93% d'entre nous faisons entre 38 et 39 heures par semaine dans nos entreprises. Donc ça, c'est un vrai point, me semble-t-il, positif pour débloquer des freins psychologiques et administratifs. L'autre point, c'est la rupture du contrat d'apprentissage. Comme vous le savez, on était obligé d'aller au prud'homme pour une rupture de contrat d'apprentissage. Désormais, on pourra faire des ruptures amiables. Donc là aussi, c'est quand même, me semble-t-il, ça va plutôt dans le bon sens. Et puis, autre chose qui va demander une vraie réorganisation dans nos CFA, dans nos centres de formation, c'est les cycles. C'est-à-dire qu'on ne sera pas obligé d'attaquer qu'en septembre des cycles de formation d'apprentissage. Si un gamin a commencé à être, je sais pas, apprenti boucher et qui s'est rendu compte que ça ne lui plaisait pas et qu'il aimerait être apprenti dans l'étanchéité, on pourra le récupérer dès le mois de janvier et donc redémarrer un cycle sans pour autant attendre la fin de l'année et que et le gamin et l'entreprise soient pénalisés. Pour vous dire quand même qu'un de nos sujets phares, c'est l'indépendance des syndicats patronaux. Je vais juste vous citer une anecdote par rapport à la réforme de la formation. Il est prévu de recentrer les 10 opérateurs, il est prévu de recentrer que sur 10 opérateurs les différentes filières. Donc évidemment, nous aurons un opérateur construction. Eh bien, il y a une demande forte de l'UDP, hein, qui est la structure interpro, de créer un opérateur que pour les artisans. C'est-à-dire en clair, imaginez que dans nos métiers, un gamin qui serait chez un artisan, son financement et sa formation seraient assurés par un opérateur différent qu'un gamin qui serait dans une structure, soit de PME, soit de grande entreprise. C'est-à-dire qu'on aurait des formations dans le bâtiment à 2 vitesses. Vous imaginez la simplicité ou la simplification de cette mesure-là. C'est ubuesque. Et pourquoi c'est demandé? C'est uniquement demandé pour des problèmes de financement. C'est-à-dire que l'UDP et ses collègues, il y en a un, ça rendrait très heureux de mettre en place ce système-là, c'est le trésorier. Donc, vous voyez, je fais juste un aparté, mais dans des négociations où c'est l'enjeu de nos enfants, des jeunes, c'est aussi l'enjeu de nos métiers, de ceux qui reprendront nos entreprises demain, ce soit recentré sur des histoires, je suis désolé du terme, de corps de cul de financement.
C'est ce qui nous horripile dans ce genre de discussion, et c'est bien pour ça que c'est un des sujets de notre fédération sur l'indépendance. L'indépendance, ce n'est pas un gris-gris. L'indépendance financière, c'est pour que nous puissions négocier sur des bases sérieuses et des bases sereines sur tout un tas de sujets, et non pas simplement se soucier de remplir la caisse d'une fédération ou d'une union de métiers. Un mot sur les conventions collectives, puisqu'on est sur les bonnes nouvelles. Nous avons négocié, et la fédération seule, nous avons pu négocier une augmentation du contingent d'heures supplémentaires avec les syndicats de salariés. Très clairement, au moment où notre activité repart, où on sent bien qu'on est déjà en tension en termes de recrutement, je vous en dirai un mot, il était essentiel de pouvoir casser ce dogme des 180 heures supplémentaires par an maximum. Nous avons pu négocier avec les syndicats de salariés de monter ce quota à 300 heures. Ça paraît rien, mais ça veut dire, ne le répétez pas trop, quand on regarde avec les semaines de congé, patati patata, les jours fériés et autres, ça veut dire qu'on pourrait de manière totalement légale faire jusqu'à 42 heures, faire 42 heures par semaine à nos gars, bien sûr payés en heures supplémentaires, hein, mais à 42 heures par semaine. C'est-à-dire que ça nous redonne une souplesse dans nos entreprises, et là aussi, puisqu'on est entre nous, ça nous protège surtout juridiquement par rapport à ce que, évidemment pas vous, mais certains doivent faire, des petits comptes d'apothicaire, des heures supplémentaires qu'on planque d'un côté, qu'on paye en prime parce qu'on n'a pas le droit de les payer autrement. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir, là aussi, sur la réalité du quotidien de nos entreprises. Nous avons enfin aussi pu négocier avec eux, très clairement en faisant la menace sur le travail détaché, hein, je le dis ici, hein, de régler ce problème du temps de trajet, du temps de travail. Désormais, ce risque là aussi est réglé. Nous avons fait une concession pour tout cela, c'est le calcul du temps, enfin le calcul de la distance par rapport au chantier, du temps de trajet, au kilomètre. C'est-à-dire que, moi je voyais chez moi, on faisait comme ça, hein, on prenait le compas et on faisait les cercles 5, 10, 15 km. Il faut reconnaître qu'au moment où tout le monde a ces engins-là, avec Mappy, Google Maps et autres, y compris nos gars, je pense qu'il fallait revenir à une vraie réalité et que donc ce que nous avons concédé pour obtenir ces avancées-là, c'est que désormais, ça sera à partir d'un Mappy, d'un Google Maps, la réalité de la distance chantier sera celle-ci et non plus les cercles comme avant. C'est très sincèrement, je pense que ça va nous coûter un tout petit peu plus cher, mais de toute façon, nos gars, cette fois, ils disent oui, ils savaient très bien déjà quelle était la vraie distance de chantier. C'était souvent un sujet, me semble-t-il, de discussion pas toujours sympa. La convention collective me fait basculer sur la lutte contre le travail au noir, au-delà de la TVA et autres. Sur la carte d'identification professionnelle, on est à 1 300 000 cartes aujourd'hui qui ont été distribuées. C'est pas assez. Je le dis très sincèrement, c'est pas assez. Pourquoi c'est pas assez? C'est pourquoi ça ne marche pas aussi bien, parce qu'on pensait qu'on devait pouvoir monter autour d'1,7 million, 2 millions de cartes. C'est pas tellement sur les travailleurs détachés, c'est plutôt sur nos petites boîtes où les demandes de cartes n'ont pas été faites suffisamment. Maintenons la pression sur cette carte. C'est pas pour emmerder, c'est simplement pour faciliter les contrôles. Les contrôles augmentent. Il y a de plus en plus, me semble-t-il, de sensibilisation, notamment chez nos maîtres d'ouvrage, depuis que, comme par hasard, ils sont co-responsables s'il y a un constat de fraude. Mais maintenant cette pression-là, si on veut retrouver un niveau de prix qui est aujourd'hui notre problématique principale dans le secteur, c'est plus l'activité, notre souci principal, c'est notre niveau de prix et le recrutement. Si on veut retrouver un niveau de prix, il faut absolument empêcher tout système de travail illégal qui permette de faire des prix anormalement bas. Donc le travail contre la fraude au détachement doit rester une priorité. Encore une fois, c'est la fraude au détachement, ce n'est pas le détachement. La carte est un moyen de vérification. Les contrôles n'ont pas toujours été très efficaces, parce que là aussi, une anecdote, on a mis la carte en route depuis pratiquement 1 an maintenant, un peu moins. L'application chez les inspecteurs du travail pour pouvoir la contrôler, elle est vraiment neuve depuis 3 semaines. Donc là encore, ce qui est un peu pénible, c'est pour nous, c'est lorsque la profession fait une démarche et paye un moyen de contrôle, que l'administration n'ait pas la capacité de pouvoir suivre pour équiper ses propres agents. Cette fois, c'est en place. La bonne nouvelle de la semaine, c'est que les gendarmes vont pouvoir aussi avoir accès à cette application. Il y a 120 000 gendarmes en France, donc eux aussi pourront faire des contrôles inopinés sur la carte d'identification professionnelle, notamment dans des secteurs où c'est moins visible. Il reste un trou dans la raquette juridique, tout le reste c'est OK, il reste un trou dans la raquette juridique, mais il n'y a pas de, me semble-t-il, de solution miracle.
c'est chez les particuliers. Donc là où nos artisans sont le plus concernés, les contrôles chez les particuliers, les amis, je pense que là, je serai à la retraite et beaucoup d'entre vous aussi, avant qu'on arrive vraiment à avoir une loi qui nous permette de pouvoir le faire. Néanmoins, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que le sentiment d'impunité n'existe plus concernant ce problème-là. Les maîtres d'ouvrage sont de plus en plus sensibles. Alors, des fois, c'est un peu compliqué pour nous au niveau administratif, mais les maîtres d'ouvrage sont de plus en plus sensibles à cette problématique-là, et il y a surtout de plus en plus de déclarations. S'il y a plus de déclarations, c'est pas qu'il y a plus de travailleurs détachés, c'est qu'ils se déclarent un peu plus. Voilà, hein, donc continuons à mon avis là-dessus, comme continuons contre la lutte contre le travail illégal, c'est l'auto-entrepreneuriat. Et ce qui me permet de basculer sur la loi Pacte, la loi de simplification des entreprises. Dans la loi Pacte, notre vraie déception, c'est que nous n'avons pas été entendus sur la lutte contre les auto-entrepreneurs en activité secondaire dans l'activité du bâtiment. Ça, malheureusement, on est face à un dogme et surtout des chiffres. Ils ont la trouille de sortir le bâtiment, alors que, c'est pas vous que je veux dire, vous connaissez tous les spécificités que nous avons par rapport à ça. Ils ont la trouille de sortir l'auto-entrepreneuriat du secteur du bâtiment pour des raisons de chiffres, uniquement de chiffres. Ce qui est annoncé dans la loi Pacte ne va pas dans le bon sens, puisque les auto-entrepreneurs n'auront plus l'obligation de faire le stage préalable à la chambre des métiers, et pire encore, ils n'auront plus l'obligation d'avoir un compte à part, un compte séparé entre leur activité dite professionnelle et leur compte personnel. Donc là, c'est un vrai retour en arrière. Le fait qu'ils aient pris cette décision ne doit pas nous faire, me semble-t-il, arrêter ce combat qui sera de longue haleine pour dénoncer ce système à la fois dangereux et, à mon avis, concurrentiel de manière déloyale, puisqu'encore une fois, nos gars sont chez nos clients, nos gars connaissent les clients, nos gars ont souvent le matériel de l'entreprise, et donc le bâtiment doit être traité à part en termes d'auto-entrepreneuriat. Par contre, dans la loi Pacte, il y a là encore, ça a été fait au congrès les annonces ont été faites par Bruno Le Maire au congrès de la Baule qui s'est tenu jeudi, vendredi dernier. Il y a un certain nombre d'annonces qui sont bonnes pour notre secteur. Et je crois que là aussi, quand il y a des mesures qui sont bonnes, il faut le dire. Dans la loi Pacte, l'État va s'engager à passer ses avances sur marché de 5 à 20%. C'est quand même pas rien. C'est là aussi un moment où on est dans une phase de reprise, d'avoir de la trésorerie plutôt chez nous qu'au trésor public. Il me semble que c'est plutôt un bon signe. Alors je sais certaines critiques en disant oui, mais alors étant donné qu'il va y avoir une grande avance, une avance beaucoup plus conséquente sur les marchés publics, ça va attirer les entreprises à faire des prix toujours plus bas sur ces mêmes marchés publics pour aller chercher l'avance s'ils ont des problèmes de trésorerie en difficulté. Ouais, sans doute, mais je pense qu'on ne peut pas, me semble-t-il, bloquer cette demande d'avance et de besoin de trésorerie, notamment pour ceux qui préfabriquent, hein, vous c'est peut-être moins le cas, et pour ceux qui préfabriquent, avoir l'argent dans les entreprises, il y aura toujours des types qui vont trouver des systèmes courants déviants, mais ça me paraît quand même mieux à un moment où on a tous, me semble-t-il, besoin de cette trésorerie. L'autre nouvelle qui là est historique, hein, je le dis avec un peu d'emphase, mais c'est vrai, c'est l'annonce de la fin de l'ordre de service à zéro. L'ordre de service à zéro, c'est ce permis de tuer les boîtes, notamment les PME. C'est-à-dire, et c'est pas moi qui ai pris cet exemple, c'est Bruno Le Maire lors du congrès. C'est un peu comme si vous allez encore, je reprends l'exemple du restaurant, vous allez au restaurant, vous commandez le plat principal, et au milieu de ce, donc vous êtes bien sûr prêt à payer, et au milieu de celui-ci, vous commandez le dessert en prévenant que vous ne le paierez pas. C'est ça l'ordre de service à zéro. Ou du moins que vous le paierez dans 2, 3 ou 4 ans, quand vous serez allé au tribunal. C'est ça l'ordre de service à zéro. C'est cette possibilité donnée aux maîtres d'ouvrage public de vous commander des travaux, de nous commander des travaux, sans engagement sur le prix ou le délai. C'est-à-dire que c'est le moyen de chantage, me semble-t-il, le plus injuste qui existe dans les relations contractuelles entre un maître d'ouvrage public et un maître d'ouvrage privé. Eh bien, cet ordre de service à zéro, qui là aussi est combattu par notre fédération depuis, je pense, plus de 50 ans, devrait enfin pouvoir être supprimé et serait dans le texte. Ce n'est pas une recommandation, ça serait dans un texte, dans le texte de la loi Pacte. Enfin, une autre mesure où nous avons été entendus,
et qui concerne beaucoup d'entreprises du bâtiment, c'est la problématique de transmission. On sait bien que dans nos secteurs, la transmission se fait souvent avec un crédit vendeur. Or, il y a une fiscalité où on vend et il y a un étalement du prix sur 6, 7 ou 8 ans. Eh bien, malheureusement pour le moment, que pour les entreprises de moins de 50, la fiscalité est inversée. Jusqu'à présent, quand vous vendiez avec un système de crédit vendeur, vous deviez payer la plus-value ou l'impôt tout de suite, c'est-à-dire avant d'avoir les encaissements, puisque par essence, vous étaliez le remboursement. Donc c'était complètement dingue, parce qu'un certain nombre de collègues cédants, ils devaient payer plus d'impôts que ce qui touchait la première année, bien évidemment. Donc ça bloquait le système de crédit vendeur, non seulement au niveau familial et patrimonial, mais aussi quand on vendait à local. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de fortune personnelle. Là aussi, ça paraît évident. Désormais, la plus-value sera payée au fur et à mesure des encaissements. Donc ça veut dire que ce système de crédit vendeur deviendra sans doute beaucoup plus utile. En tout cas, il devrait être regardé de beaucoup plus près par beaucoup d'entre nous. Parce que je rappelle qu'on a quand même entre 15 et 20% des entreprises qui vont devoir être transmises et cédées dans les 8 ans qui viennent. Donc l'enjeu est fort, hein, c'est utile pour notre secteur. On voit bien qu'au-delà de la loi Pacte et d'un certain nombre d'annonces positives, il faut qu'on reste très vigilant sur tout ce qui est dit en ce moment, sur les entreprises qui seraient très gâtées par ce gouvernement, qu'il va falloir donner des signes coup de barre à gauche, enfin, on entend tout un tas de choses. Je pense qu'il faut simplement rappeler, dans ces périodes-là, un petit peu politiquement un peu dangereuses, il faut simplement rappeler que lorsque les entreprises ont de l'activité, lorsqu'on simplifie la vie des entreprises et des artisans, comme par hasard l'emploi redémarre, l'activité redémarrant dans le bâtiment, l'emploi a redémarré, et que c'est l'essence même de nos entreprises, par exemple le lycée, les seuils, c'est d'essayer de leur simplifier la vie. Alors bien sûr, il y a d'autres trucs qui viennent perturber ces bonnes nouvelles, comme le RGPD, ce fameux renseignement sur les fichiers. Alors là, les amis, je vais vous parler en entrepreneur. Quand vous regardez le texte, c'est infaisable pour 95% d'entre nous. Donc j'ai pris la décision de demander à la fédération de faire un manuel simplifié, mais surtout de faire un modèle qui tient sur 13 pages, et c'est le truc simplifié. J'ai qu'un conseil à vous donner. Vous le prenez, vous remplissez 2-3 trucs qui manquent, vous le mettez dans un tiroir et vous ne touchez plus. C'est infaisable. Donc, en cas de contrôle dans nos PME et autres, de toute façon, on ne sera pas en capacité de répondre point par point à des demandes qui pourraient être légalement en capacité de répondre. Par contre, c'est la CNIL, la Commission nationale d'informatique et liberté, qui doit suivre ça. Ils n'ont pour le moment aucun moyen de contrôle. Donc, faites-le. Je vous le demande vraiment, faites-le, parce que si jamais il y a une demande dans quelques années, vous aurez un document, donc il vaut mieux avoir un document que rien, mais surtout, vous ne prenez pas la tête avec ça. C'est, très sincèrement, c'est totalement inutile et ça n'apportera rien à votre entreprise. Donc, par contre, dans les mauvaises nouvelles, il y a aussi le prélèvement à la source. Le prélèvement à la source, ce n'est pas la peine d'essayer de faire des pétitions et autres, c'est fait. Donc il ne faut pas qu'on ait des comportements de Don Quichotte, ça va se faire. Nous allons donc devoir mettre en place ce prélèvement à la source. C'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle et c'est aussi un coût supplémentaire pour nos boîtes. En gros, un bulletin de paye, ça coûte interne ou externe entre 20 et 21 euros. On estime que le prélèvement à la source et les complications que ça va entraîner, c'est 2 à 3 euros de plus. Donc là, par contre, nous, ce qu'on demande, c'est un crédit d'impôt. C'est-à-dire que ce n'est pas à nos entreprises de devoir supporter une décision de collecte faite pour l'État, par l'État et pour l'État. Donc ça, oui, on peut demander. Mais de demander la suppression par une pétition, moi, je n'y crois pas une demi-seconde. Battons-nous sur l'essentiel, comme l'a fait François Asselin à la CPME, où il a fait supprimer la sanction pénale. C'est-à-dire que si vous aviez fait une erreur, ou s'il y a un problème de confidentialité du taux d'imposition de votre gars, je rappelle, c'était 15 000 euros d'amende par gars, et je ne sais plus trop, 6 mois de prison, enfin un truc de dingue. Donc François, par son action très concrète, a réussi à faire supprimer ça, c'est une bonne chose. On a évacué le problème pénal, maintenant il faut qu'on parle argent, mais là par contre, ne nous faisons pas d'illusions, il faudra qu'au 1er janvier ça tourne. Juste pour conclure, parce que je suis trop long, je vois bien le président qui commence à s'impatienter. Un mot plus technique sur l'inflation réglementaire.
Là encore, hein, j'entends hein, les avis des uns et des autres. Je pense que nous avons intérêt à être acteurs de la simplification réglementaire. Bien sûr que ça peut protéger un certain nombre de métiers. Quelquefois, nous étions à l'origine d'une complexification réglementaire. Mais, nonobstant le fait qu'il faille s'adapter aux nouvelles technologies, à l'évolution de nos métiers, la réglementation est un peu la voiture-balai. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un socle de réglementation qui est indispensable et qui permette à tous de savoir sur quelle base on travaille. Mais rien n'empêche, si nos clients en ont les moyens, d'aller beaucoup plus loin. Mais ce n'est pas par le règlement qu'on doit entraîner, me semble-t-il, tout le monde à un niveau tel que nos marchés deviendraient inaccessibles pour la plupart de nos clients, voire pour un certain nombre de nos entreprises. La position de la Fédération française du bâtiment est simple. C'est-à-dire que la réglementation doit évoluer avec les nouvelles technologies, mais elle doit rester accessible pour le plus grand nombre. Idem pour le BIM dont vous allez parler, je crois, cet après-midi. Arrêtons de vouloir imposer le BIM. Est-ce qu'on a imposé Word et Excel dans les années 80? Non. Le BIM doit être un outil au service des entreprises, de simplification de leur quotidien, d'amélioration de leur productivité, de leur rentabilité. Pourquoi vouloir toujours imposer les choses? Non, il faut l'expliquer, il faut le rendre accessible, il faut permettre, quelle que soit la taille d'entreprise et des métiers, au plus grand nombre de pouvoir se servir de cet outil. Donc il faut informer, persuader, expliquer, simplifier aussi là. Parce que moi, les premières réunions BIM auxquelles je suis allé, faites par des grands techniciens, je comprenais un mot sur 10. Expliquer le BIM par des techniciens, spécialistes d'informatique, vous êtes sûr de planter. Ce qu'il faut, c'est montrer l'intérêt au quotidien dans nos boîtes et surtout le côté indispensable de participer à cette évolution qui va de toute façon s'installer dans nos métiers. Mais il faut qu'on le fasse en prenant le temps, il faut qu'on le fasse en aidant notamment les plus petits d'entre nous et surtout, il faut qu'on le fasse de manière concrète, de manière simplifiée. On a créé un site qui s'appelle ffbim.fr. Allez-y, regardez. Même moi, m'asseoir, moi j'ai compris, donc c'est que ça doit être faisable. Hein. Donc très sincèrement, on voit qu'il y a différents BIM, il y a différents niveaux de BIM. On n'a pas tous besoin des BIM managers, on a simplement besoin d'être dans cette évolution, dans cette révolution pour nos métiers, pour pas demain être sortis de nos métiers. Et ayons toujours en tête que ce qui restera, c'est quand même le savoir-faire manuel, c'est-à-dire notre savoir-faire dans les entreprises, et que cet outil doit pouvoir le préserver et non pas uniformiser, comme je l'ai entendu les choses. En tout cas, nous, on se battra contre cette volonté d'uniformisation. Donc, oui, les clients, nos architectes, les bureaux d'études ont des grandes attentes aussi par rapport à ça. Oui, bien sûr, comme d'habitude, le bâtiment va s'adapter et le bâtiment va utiliser ces outils s'ils sont effectivement utiles à notre quotidien. Mais par pitié, laissez-nous tranquilles, laissez-nous nous installer dans le temps, laissez-nous trouver les financements pour permettre à chacun d'entre nous de le faire. Et à ce moment-là, on s'adaptera, comme on s'est toujours adapté. Voilà, les amis, vous voyez qu'il y a beaucoup d'actualités, il y a beaucoup d'enjeux pour demain. Notre fédération, je le rappelle, est au quotidien à vos côtés pour essayer non seulement de faire évoluer nos métiers, essayer de défendre notre profession, mais aussi pour vous aider dans le fonctionnement de nos entreprises, de vos entreprises. La force de la fédération, c'est son réseau. Je le dis très honnêtement, ce n'est pas un président national ou même, excuse-moi Jean, un comité exécutif qui est important. C'est vraiment le réseau à la fois dans les départements qui font un travail au quotidien auprès des entreprises, mais aussi les syndicats et non métiers qui apportent cette compétence technique, qui font évoluer les métiers, qui permettent d'ailleurs sur des sujets un peu polémiques normalement de pouvoir échanger entre eux. Je pense à l'étanchéité sur les balcons, dont votre président m'a bien branché dans le taxi. Donc voilà, sa fédération, elle est composée d'experts, mais aussi de mandataires bénévoles qui font tourner au quotidien cette fédération. Et en tout cas, sachez que nous serons toujours non seulement à vos côtés, mais surtout prêts à défendre ces métiers face à n'importe qui, sur n'importe quel sujet, et afin que le bâtiment, qui est le secteur d'avenir
me semble-t-il, de l'économie de ce pays, qui est une start-up, comme tu dis, sur un certain nombre de métiers où on voit les évolutions. Cette fédération a toujours su s'adapter, continuera à s'adapter, mais surtout à vous défendre et à vous représenter. Merci.